Ce programme vous est présenté par la Fabrique de l'Industrie, laboratoire d'idées. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission de Smart Industries au Salon du Bourget, le salon international de l'aéronautique et de l'espace, au stand d'Ametra, pour aborder un enjeu majeur pour les industriels de l'aéronautique et du spatial, l'augmentation des cadences et des capacités de production, autrement dit le ramp-up industriel. Comment ces acteurs peuvent-ils répondre à des carnets de commandes de plus en plus remplis, faire face à des défis structurels tels que les pénuries de compétences, tels que les matières premières ou les tensions de financement? Quels leviers peuvent être activés pour relever ces défis? On en parle tout de suite avec mes invités dans Smart Industries. Et pour démarrer cette émission consacrée aux leviers de montée en cadence industrielle dans l'aérospatial, j'ai le plaisir d'accueillir trois invités autour de moi. Clémentine Gallet, vous êtes CEO de Coriolis Composite et présidente du comité Aéro-PME du GIFAS, donc le groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Anne-Charlotte Fredenucci, vous êtes présidente du groupe Ametra, spécialiste de l'ingénierie et de l'intégration de systèmes mécaniques électriques et électroniques dans l'aéronautique et la défense. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Et Vincent Charlet, vous êtes délégué général à la Fabrique de l'Industrie, un think tank dédié à l'analyse des mutations industrielles. Bonjour. Clémentine Gallet, on va tout de suite commencer avec vous. Quels sont aujourd'hui les objectifs de production de l'aérospatial à moyen terme? Et en fait, c'est pour savoir à quel point, qu'est-ce qui pèse sur ces entreprises aujourd'hui et qui force cette montée en cadence qui est un sujet fondamental dans le secteur. Alors, ce qui force la montée en cadence, c'est le carnet de commande des avionneurs. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Airbus a pratiquement 10 000 avions en commande, que les délais qu'il doit annoncer aux compagnies aériennes quand il prend une commande sont très très longs. Donc, on est tous un peu dans la marche forcée de livrer plus vite ou du moins de faire cette montée en cadence assez rapidement. Le tout en sortant d'une période où on était à zéro. 2020, c'était pas zéro parce qu'on a maintenu des cadences minimum, mais on a quand même perdu beaucoup de compétences et de ressources en interne. Donc on n'est pas complètement sorti de la crise et dans le même temps, on prend un surplus de production qui n'était pas tout à fait anticipé. Donc c'est toute une réorganisation qui est en train de se mettre en œuvre avec des ressources humaines d'une part, mais aussi l'aspect finance qui doit également financer ce besoin à fond de roulement. Oui, voilà comment ça se traduit concrètement sur les entreprises, ce point. Concrètement, sur les entreprises, on est tous à trouver des solutions. Là, c'est au jour le jour parce que les commandes sont là et il faut livrer. Donc là, le GIFAS et la filière dont je préside le groupe des PME est vraiment à la manœuvre pour trouver les meilleurs leviers en collaboratif. Tout ça, ça se fait en collectif, sinon ça ne peut pas marcher. Donc vous avez trois grands groupes dans le GIFAS. Vous avez les donneurs d'ordre, les sous-traitants de rang 1, qui sont les gros équipementiers, et puis ensuite les PME. Et tout ce petit monde s'accorde pour essayer de trouver les meilleures solutions et les plus efficaces possibles avec des programmes de soutien, des programmes de montée en performance industrielle. Donc on a tous les dispositifs aujourd'hui au niveau du GIFAS pour aider ce palier qui est quand même colossal à franchir et qui est l'enjeu de la pérennité de la filière. Vincent Charlet, pourquoi est-ce que le ramp-up est une priorité aujourd'hui? J'imagine que le contexte géopolitique, etc., met une pression d'autant plus forte sur les entreprises. Oui, en fait, c'est un cumul. C'est-à-dire que l'aéronautique a toujours été dans le paysage français un secteur dynamique, donc avec des besoins au moins stagnants, voire en croissance. Vous ajoutez à ça le fait que depuis les années 2012-2015, l'ensemble de l'industrie vit une période positive avec même des créations d'emplois dans l'industrie. Ça veut dire que les tensions sur les ressources, sur le personnel s'accroissent également. Et enfin, plus près de nous, il y a le redémarrage post-Covid qui, comme ça a été évoqué, crée ce qu'on appelle parfois un bullwhip effect, c'est-à-dire qu'un supplément de demande en amont de la chaîne de valeur, ça peut créer par micro-désorganisations successives des effets de rupture assez violentes, comme au bout donc, de ce fouet du cocher, des effets assez violents sur les variations de charge des sous-traitants.
Quatrième phénomène, le contexte géopolitique avec évidemment un supplément de demande du côté de la défense pour l'équipement des forces armées. Or l'aéronautique a ceci de particulier que c'est un secteur éminemment dual. Si vous prenez au hasard un acteur de l'aéronautique, vous savez que son portefeuille d'activité sera entre 30 et 70% au service de la défense. Et donc évidemment, les acteurs qui sont autour de nous aujourd'hui sont fortement concernés par les besoins croissants qui se sont exprimés ces 3 dernières années. Anne-Charlotte Fradianucci, avant encore ces contextes géopolitiques, il y a eu le Covid, qui j'ai l'impression a été une rupture forte pour le secteur. Quelles ont été les conséquences de cette période-là sur Ametra ? Alors chez Ametra, nous avons la chance d'être, comme le rappelait à l'instant mon voisin, d'avoir une activité très duale. Et donc pendant la période Covid, notre activité défense a soutenu l'activité d'Ametra. Heureusement, cela dit, comme tout le monde, en sortie de Covid, nous avons eu des problématiques de ramp-up qui sont non seulement des problématiques de volume, comme l'expliquait Clémentine Gallet tout à l'heure, mais également des problématiques d'excellence opérationnelle. C'est-à-dire qu'en sortie de Covid, on nous demande d'être encore meilleur, encore plus à l'heure, encore plus en qualité. Par exemple, Ametra est certifié bronze en cybersécurité. Nous regardons actuellement le programme Aéro Excellence, qui est un programme qui va permettre de monter encore en maturité industrielle. Donc il y a vraiment cette double exigence en sortie de Covid et le volume et l'excellence sur tous les fronts, la sécurité des sites, la sécurité des réseaux, la sécurité des personnes, l'excellence opérationnelle sur tous les fronts. Et donc c'est une bataille quotidienne que mène Ametra pour continuer à livrer ses clients dans ce contexte de ramp-up et d'exigence accrue. Et en interne, comment est-ce qu'il y a des éléments très concrets que vous avez mis en place, peut-être des transitions d'entreprise, etc. Qu'est-ce que vous avez réalisé au sein de votre entreprise pour pouvoir suivre cette cadence ? Bien sûr, ça se traduit par des éléments extrêmement concrets. Si je prends notre partie ingénierie, nous avons certifié Diffusion Restreinte Spéciale France, nos réseaux informatiques. Donc nous sommes montés en niveau de sécurité sur nos réseaux informatiques. Nous avons renforcé la sécurité d'accès sur nos sites. Dans nos usines, nous avons mené un programme de transformation que nous avons appelé NEO, Nouvelle Efficacité Opérationnelle. Et ça se traduit par du management visuel dans nos usines. Ça se traduit évidemment concrètement, in fine, par plus de ponctualité et plus de qualité chez nos clients, mais à travers tout un process de transformation dans lequel on embarque les équipes d'Ametra qui sont extrêmement fiers de participer à ces plans d'amélioration continue. Et pour vous, quel serait le défi le plus difficile à relever ? Est-ce que c'est un défi de compétences, de matières premières, de financement ? Où est-ce que ça se situe ? Nous avons la chance chez Ametra, mon père était auvergnat, donc nous avons la chance de garder nos fonds propres chez nous et de ne pas avoir de difficultés de financement. Un chou est un chou chez nous et on arrive à se financer. Donc le problème n'est pas là. Nous avons eu des problèmes de supply chain en sortant du Covid, c'est-à-dire que nous avons eu des difficultés d'approvisionnement. Même si nous étions prêts à fabriquer, les composants n'arrivaient pas chez nous puisque nous sommes intégrateurs, nous achetons des câbles, nous achetons des cartes, nous achetons des mécaniques et ça n'arrivait pas chez nous, donc c'était une difficulté. Elle est moindre aujourd'hui, il reste la difficulté de l'emploi et je crois qu'on en reparlera tout à l'heure parce que c'est vraiment ça le plus gros challenge aujourd'hui. Clémentine Gallet, justement, on parlait un peu de trésorerie. Ça, c'est un des enjeux majeurs, un des défis majeurs de PME que vous accompagnez. Alors oui, puisqu'en plus de tout ce qu'on vient d'expliquer, qui sont quelque part le financement du fonds de roulement, on a également le remboursement des PGE qui ont été contractés en 2020. C'est ça. Et dont les échéances, quand elles ont été au mieux négociées, sont en 2027, dernier carat. Donc on voit bien qu'en 26-27, la trésorerie va être fortement mise sous tension par les remboursements de ces échéances de prêts. Donc ça, c'est un phénomène encore qui vient s'ajouter au reste. Et PGE qui ont été sollicités par une majorité d'entreprises toutes les entreprises. Enfin, j'en connais très peu qui n'ont pas, ne serait-ce qu'un petit peu. Tout le monde n'a pas pris, c'était plafonné à 25% de son chiffre d'affaires, mais tout le monde n'a pas pris le maximum, mais tout le monde en a mis un petit peu parce que c'était quand même le moyen de sécuriser nos trésoreries quand la période Covid est passée et qu'on a tous vu disparaître notre chiffre d'affaires. Il faut savoir que du jour au lendemain, 40% de notre chiffre d'affaires a disparu parce que tout s'est étalé et tout s'est arrêté. Donc il y a ce phénomène qui vient se rajouter aux autres et qui fait appel du coup à une nouvelle structuration, on va dire, du financement des entreprises qui va se tourner plus vers du capital. Donc aujourd'hui, il y a vraiment des besoins de renforcement des fonds propres du fait de ces dettes un peu élevées. Donc tout est remis sur la table, les relations avec les banques pour du crédit de court terme et du crédit machine et autres, et les fonds propres qui doivent aller avec.
Mais je voulais revenir sur un point que vous Oui, je vous en avez évoqué avec Anne-Charlotte et qui est l'enjeu vraiment des PME. Alors, il y a l'enjeu des compétences, d'assurer la qualité, la montée en compétences et en performance industrielle de nos équipes. Mais il y a également la digitalisation. Et aujourd'hui, avant 2019, on savait qu'on avait un enjeu autour du numérique et d'être sûr que les entreprises, parce que le cyber, c'est ce qui rentre et ce qui sort de l'entreprise, mais à l'intérieur de l'entreprise, les systèmes aujourd'hui ne sont pas assez informatisés, ne sont pas assez digitalisés, et ça freine vraiment la performance industrielle. Donc Aéro Excellence, qui est le programme du GIFAS, prend ce sujet-là aussi en main. Oui. Comment vous les accompagnez du coup dans ce... C'est la connexion en fait entre les clients et les fournisseurs et le fabricant pour s'assurer que l'ensemble est bien au fait des besoins de production, des étapes de production, du stock, de tout ce qui va avec le fait de produire des matières ou des pièces. Donc ça, c'est un point clé et majeur parce qu'on le voit trop souvent, les entreprises ne sont pas assez digitalisées et le gros enjeu est autour de ça également, qui va forcément autour des compétences après, naturellement. Oui, et puis soutenir cette montée en cadence, bien sûr. Exactement, et ça permettra d'être également plus flexible parce que le digital permet aussi d'avoir de la souplesse et d'amortir les chocs. Les allées et venues dans les cadences sont quand même le quotidien, donc il faut au maximum rendre ces entreprises résilientes à tout ce genre de swing. Vincent Charlet, comment est-ce que vous voyez, de votre point de vue assez extérieur, comment est-ce que vous voyez toute cette filière s'organiser justement pour une montée en cadence qui soit concomitante? Parce qu'une montée en cadence individuelle ne sert pas à grand-chose finalement. Alors je dirais que organiser la filière, elle est déjà. En tout cas, quand on se penche sur le secteur en tant qu'économiste, une des premières choses qui frappe, et encore une fois en France depuis longtemps, c'est que la filière aérospatiale, la filière aéronautique, est organisée d'une manière assez exemplaire. Elle fait souvent d'ailleurs, elle est prise en cas d'école. On s'est penché récemment sur les meilleures pratiques justement en termes d'organisation de filière. Pour essayer de comprendre ce qui, dans un paysage industriel parfois un tout petit peu atone ou morose, permet à certains secteurs de performer à l'export, comme on dit, et d'obtenir d'excellents résultats. Donc on pense au luxe, par exemple, mais aussi à l'aérospatiale et à la défense. Qu'est-ce que j'appelle bien organisé? Ce sont des filières dans lesquelles, tout en étant en concurrence, ou parfois avec des conflits d'intérêts, c'est-à-dire que forcément entre un acheteur et un vendeur, ils n'auront pas la même appréciation du juste prix du produit ou du service à vendre. Et pourtant, il y a un souci partagé qui dépasse chacun des acteurs industriels, une sorte de devoir qui les oblige et qui fait que chacun a cette intelligence ou ce morceau d'intelligence collective qui consiste à penser le devenir de la filière, encore une fois au sens collectif. Ça s'est vu, c'est pas propre à la défense, mais à l'aérospatiale et à la défense, mais ça s'exprime tout particulièrement dans cet univers. Alors ça passe par des clubs d'entreprise, des syndicats de filières qui effectivement prennent en charge de manière vraiment opérationnelle, vraiment déterminante, l'anticipation d'un certain nombre de besoins géopolitiques, par exemple la géopolitique des matières premières, puisque l'approvisionnement en ressources devient de plus en plus un sujet important, mais c'est vrai aussi de l'anticipation des besoins de main-d'œuvre avec l'implication dans la formation de ces personnes, et puis globalement un dialogue intelligent au sein de la filière qui permet d'envisager avec exigence cette montée en cadence et qui se fera au profit de tout le monde. Merci beaucoup à tous les trois de nous avoir parlé de cette montée en puissance et des leviers qu'on pouvait solliciter pour ce ramp-up industriel. Et tout de suite, on va parler de ce sujet dont on a déjà un petit peu évoqué les prémices, à savoir l'emploi et les compétences pour accompagner ce ramp-up. Pour cette seconde partie d'émission, nous allons nous pencher sur un sujet central de cette montée en puissance industrielle qui est l'emploi, les compétences et l'attractivité des métiers. Et pour en parler, je suis entourée de Anne-Charlotte Fredenucci, qui est à nouveau présidente d'Ametra, donc spécialiste de l'ingénierie et de l'intégration des systèmes mécaniques, électriques et électroniques dans l'aéronautique et la défense. Vincent Charlet, délégué général de la Fabrique de l'Industrie, un think tank dédié à l'analyse des mutations industrielles. Bonjour. Et Didier Kazenmeyer, vous êtes président de l'UIMM Occitanie, donc également engagé chez Airbus et au GIFAS. Et vous intervenez ici avec votre casquette de la branche de la métallurgie régionale. Merci d'être avec nous. Bonjour.
Je vais commencer par vous, parce que donc, l'Occitanie est une des premières régions aéronautiques, ou première région aéronautique de France. Et concrètement, aujourd'hui, quel est l'état de l'emploi et de la filière, bien sûr, sur ce territoire? Alors, aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est qu'on a une spécificité qu'on retrouve sur le territoire d'Occitanie, qu'on ne retrouve pas forcément à l'étage national et à l'étage international. Donc je vais repartir un peu d'en haut et après on redescendra et on fera un zoom plus particulier sur l'Occitanie. Premier élément qu'il faut avoir en tête, c'est le fait qu'on a un contexte international qui est aujourd'hui très très instable. Et ça, c'est une réalité, aussi bien du côté des États-Unis que du côté asiatique. On voit très bien que les conflits sont là pour nous ramener à des vérités, et ces vérités-là nous pèsent, et pèsent forcément sur l'économie. Ça, c'est le premier point. Quand on regarde à l'étage français, qu'est-ce qu'on voit? Tout simplement qu'il y a certaines filières qui sont malheureusement en difficulté. Je pense notamment à la filière automobile, je pense notamment à la chimie, je pense notamment à la sidérurgie, qui sont aujourd'hui très largement impactées par la récession. Ça, c'est une réalité. Quand on regarde la vision globale, et nous sommes aujourd'hui au démarrage du Salon du Bourget, une super édition 2025, je l'espère, une caractéristique de notre filière aérospace, c'est-à-dire aéronautique, spatiale et défense, c'est qu'elle est positive et qu'il y a de l'activité. Ça, c'est déjà le premier élément. Il y a un carnet de commandes qui tire, etc. On a un carnet de commandes, effectivement, qui est là et qui nous amène des perspectives. Ça, c'est à l'échelle mondiale, européenne, nationale. Et bien sûr, à l'étage de l'Occitanie, ça se traduit concrètement par quoi? Par une activité qui est aujourd'hui une activité tirée par la filière aérospace et qui nous amène forcément là des besoins en compétences, que ce soit aussi bien sur un environnement, ce qu'on appelle col bleu, c'est-à-dire des gens qui vont être plutôt sur des métiers qui commencent du CAP jusqu'au bachelor, mais également sur les cols blancs et qui vont au-delà, donc bachelor et qui vont jusqu'au postdoc. Donc on a sur ces deux types de population, on va retrouver de l'activité et des besoins qui sont aujourd'hui conséquents dans cette fameuse région d'Occitanie qui, comme vous l'avez dit en propos introductif, est la première région aéronautique de France. Anne-Charlotte Fredenucci, comment est-ce que vous vivez ça? Est-ce que vous souffrez de manque de compétences, de manque de profil au sein de votre entreprise? Et si oui, lesquels? Alors, je rejoins tout à fait ce que disait Didier Katzenmeyer. Chez Ametra, nous avons à la fois des cols bleus et des cols blancs. C'est-à-dire que dans les usines d'Ametra Intégration, où nous assemblons des équipements pour l'aéronautique et la défense, nous avons comme premier métier des câbleurs aéronautiques. Et ça, c'est un métier qui ne s'apprend pas sur les bancs de l'école. Donc, nous avons l'obligation de former les personnes que nous recrutons grâce à un partenariat avec France Travail. Et tous les 6 mois, à peu près en ce moment, nous lançons la formation de 12 câbleurs aéronautiques formés par les anciens de chez nous, qui ont eux-mêmes appris le métier d'autres anciens. Ça, c'est une première problématique. Comment former et monter en compétence les cols bleus? Ce sont par des écoles internes dans les usines d'Ametra, et c'est vrai pour l'ensemble de la filière. Nous avons une deuxième problématique, c'est celle des cols blancs, celle des ingénieurs. Dans les bureaux d'études d'Ametra Engineering, nous sommes 450, 300 dans les usines, c'est-à-dire 700 personnes au total. Je ne vous ai pas donné le chiffre clé, nous avons 100 postes ouverts aujourd'hui. 100 postes ouverts chez Ametra. Et donc, pour revenir au col blanc, ce sont des personnes qui sortent formées de l'université, des écoles d'ingénieurs, et en même temps, on a quand même besoin de les former aux nouveaux métiers. Je pense à l'intelligence artificielle, par exemple. Aujourd'hui, nous avons fait un partenariat avec l'école d'ingénieurs ECE, avec leur lab IA, parce que nous avons besoin de former nos ingénieurs aux impacts de l'IA sur nos métiers à nous de bureau d'études, d'ingénieristes, sur ce que les clients attendent de nous en matière d'IA. Nous avons également créé ce que nous appelons Ametra Research, un labo interne de recherche avec des docteurs qui planchent sur des sujets dont on aura l'occasion de parler un peu plus tard, comme les métamatériaux. Bref, nous avons besoin de former en permanence, même les cols blancs. Donc notre challenge, c'est recruter, mais aussi former, faire progresser, faire évoluer l'ensemble de ces compétences pour répondre aux attentes d'aujourd'hui et de demain. Oui, parce que ce n'est pas tant du coup des compétences dont vous avez le besoin directement, mais vraiment accompagner aussi pour tous les changements d'une filière qui évolue extrêmement rapidement.
Exactement, exactement. Et ça, c'est vrai et pour les cols bleus, et pour les câbleurs, et pour les ingénieurs, techniciens, etc. de nos bureaux d'études. Il faut continuer à évoluer. Et une fois qu'on est sorti de l'éducation nationale, quand Oui, on c'est a ça. 20 ans et des poussières, heureusement, la formation ne s'arrête pas là. Et chez Ametra, on accompagne toute cette formation tout au long de la vie. Et vous nous avez parlé de ce partenariat avec France Travail. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous réalisez, que vous mettez en place justement pour attirer ces talents? Oui, bien sûr. Alors, nous avons différents parcours de formation. Il faut évidemment expliquer tout ça sur les réseaux sociaux. Les jeunes générations sont beaucoup plus touchées par les réseaux sociaux que, si je caricature, il y a 20 ans, quand j'ai démarré ma carrière, on mettait une annonce dans tel ou tel journal et puis on attendait que le téléphone sonne. Aujourd'hui, évidemment, on communique énormément sur nos projets parce que ce qui fait venir, ce qui attire chez Ametra, ce sont les projets passionnants sur lesquels nous travaillons. Donc ça, c'est le premier vecteur de communication. On explique les projets sur lesquels on aura la chance de travailler en venant chez Ametra. On explique les parcours de carrière et c'est ça qui nous permet d'attirer, avec en plus l'élément de différenciation que nous sommes une ETI familiale, ce qui permet aussi un autre contact avec la direction et les actionnaires. Les grands groupes, c'est génial, bien sûr, hein, mais tout le monde n'est pas fait pour les grands groupes. Et chez les ETI industriels, nous avons aussi une carte à jouer, une différenciation à apporter au marché. Vincent Charlet, quels seraient les profils, les compétences vraiment recherchées ou qui manqueraient à la filière aéronautique? Si j'en crois les témoignages qui nous reviennent de terrain, ou les études d'ailleurs qui sont menées aussi sur le sujet, la caractéristique de la filière aéronautique, c'est justement d'avoir des besoins en recrutement qui sont assez diversifiés. Je prends un contre-exemple pour illustrer mon propos. La construction navale ou le nucléaire sont deux filières qui partagent avec l'aéronautique le fait d'être à finalité duale et d'être sur une dynamique positive. Et pourtant, dans ces deux filières-là, comme peut-être dans l'ensemble de l'industrie manufacturière, les besoins cruciaux vont être notamment autour des métiers de la métallurgie, chaudronnerie, soudage. En tout cas, les enquêtes de besoins en main-d'œuvre montrent les plus fortes tensions sur ces postes-là. Ce n'est pas le cas dans l'aéronautique où, effectivement, comme ça a été dit, les besoins sont un peu tous azimuts. Et pour être tout à fait honnête, je ne sais pas dire quelle est la raison profonde qui expliquerait cette particularité des besoins en recrutement de la filière aéronautique. Il y a une première explication qu'on entend parfois, c'est ah oui, mais chez nous, l'excellence technologique est un tel impératif. C'est-à-dire, en d'autres termes, le coût humain, le coût industriel de l'échec technologique sur le terrain est tellement élevé qu'on ne peut absolument pas se permettre. Et donc, on a une forme d'exigence en contenu technologique qui est peut-être plus élevée qu'ailleurs. Mais si on pense aux sous-marins ou aux centrales nucléaires, je pense que le coût du risque technologique ou de l'échec technologique est également élevé. Alors je pense que c'est plus une affaire de composition. C'est-à-dire que si vous prenez le système caractéristique dans le domaine de l'aéronautique, l'avion, et que vous le découpez en sous-systèmes, eh bien je pense que la proportion de ces sous-systèmes qui exigent un savoir-faire d'ingénierie, de numérique, de traitement logiciel ou cybersécurité, eh ben, est plus important sur la masse totale ou sur le volume total du système en question. Et je pense que c'est de là que vient ce besoin tous azimuts ou tous horizons en recrutement, alors même que du fait de son dynamisme, l'aéronautique, l'aérospatiale est aussi une filière qui est connue pour offrir des carrières très attractives, prometteuses. Il y a donc là une spécificité, je pense, qui tient à la nature des produits qu'elle vend. Didier Katzenmeyer, vous confirmez cette totalement. vision des choses? Tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est que, en tout cas, côté métallurgie, c'est qu'on balaye un petit peu cette image qu'on peut avoir d'Épinal. C'est-à-dire, finalement, l'industrie, est-ce qu'elle est propre, est-ce qu'elle est high-tech? Et je pense qu'à la fois Anne-Charlotte a pu nous le spécifier et le traduire, et également, vous l'avez traduit précédemment. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que notre industrie, dans l'aérospace, elle a de la technologie et elle doit être comprise par les gens pour qu'on aille chercher les meilleurs talents. Si je dis ça, c'est parce que force est de constater que souvent dans le corps académique, souvent les parents n'ont pas cette lisibilité et ne voient pas cette lecture de la technologie qui est la nôtre dans notre industrie. C'est une industrie qui est belle, c'est une industrie qui fait rêver et ça, il faut qu'on en soit tous conscients. Donc côté métallurgie, qu'est-ce qu'on fait? On va là travailler et on va renforcer notre pénétration sur le marché de l'aérospace, notamment côté féminisation de nos métiers. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui fait
malheureusement notre défaut, c'est que beaucoup de populations féminines se disent c'est pas pour moi. Beaucoup de populations féminines disent moi les mathématiques et la culture scientifique c'est pas pour moi. Et c'est un tort. Bien sûr. C'est un tort. Donc là, l'idée c'est qu'on fasse beaucoup d'événements pour amener les jeunes, amener les parents, amener le corps académique pour qu'ils voient ce que c'est que notre industrie aérospace. Et j'ai un exemple tout particulier que je veux mentionner. Vendredi, dans le semi-professionnel, puisque vous savez très bien que le Salon du Bourget commence aujourd'hui même et se terminera jeudi soir d'un point de vue professionnel. Vendredi sera dédié dans une séquence semi-professionnelle et nous aurons le grand public à partir de samedi et dimanche. Vendredi, un ATR va décoller du site de Toulouse d'Airbus et va amener 72 gamins et gamines, ou gamines et gamins, découvrir le Salon du Bourget. Ça, nous le faisons conjointement avec quoi? Avec le campus des métiers et des qualifications aérospace. On le fait bien sûr avec Airbus, on le fait avec ATR, mais on le fait également avec France Travail. Et je pense que c'est grâce à des démarches de ce type-là qu'on va sensibiliser nos jeunes à venir dans notre filière parce qu'on a besoin de talent. Et c'est ça qui caractérise. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que tu le mentionnais Anne-Charlotte tout à l'heure précédemment, tu disais oui, il n'y a pas que les grands groupes. Oui, il n'y a pas que les grands groupes. La métallurgie, il faut avoir en tête que 80% des adhérents sont des PME. Si on ne prend pas en compte cette dimension, je pense qu'on se trompe. Et Anne-Charlotte, pour terminer, à quel point est-ce que ce manque de talent chez Ametra freine cette montée en cadence dont on parlait tout à l'heure? Et à quel point est-ce que ça pourrait la freiner si vous ne trouviez pas tous les talents dont vous aurez besoin? Alors ça pourrait. Heureusement, chez Ametra, nous arrivons à recruter. On évoquait tout à l'heure l'ensemble de ce qu'on met en place. Et puisqu'on parlait de féminisation, je voudrais souligner que chez Ametra, nous sommes EcoVadis bronze, que nous travaillons énormément sur les sujets de la féminisation. Bon, il ne suffit pas d'avoir une présidente femme pour féminiser l'entreprise, mais c'est vrai que c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Parce que Didier Katzenmeyer le soulignait très justement, il y a toute une partie de la population, à savoir les femmes, qui s'auto-limitent en se disant l'industrie et notamment l'aéronautique n'est pas pour moi. C'est faux. Venez, jeunes filles, jeunes femmes, femmes plus expérimentées, venez voir comme nos métiers sont beaux et passionnants. L'aéronautique, ça fait rêver. Venez au Bourget, vous en serez convaincus. On va terminer l'émission sur ces belles paroles. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à Smart Industries. Merci à vous tous et tous de nous avoir suivis. C'était Smart Industries sur Be Smart for Change. Ce programme vous a été présenté par la Fabrique de l'Industrie, laboratoire d'idées.